sur les orientations budgétaires, je voudrais faire avant une déclaration, s'agissant évidemment de l'état des finances. Alors, la situation dont je vais vous parler là tout de suite est évidemment une présentation très sommaire, mais c'est le résultat des éléments en notre possession, des services financiers de la commune, sans analyse et sans interprétation. La première des constatations, c'est qu'il y a une dégradation très importante de la section de fonctionnement. Au 31/12/2013, le compte administratif fait ressortir que la commune dispose d'un fonds de roulement de 3 881 519. Mais en réalité, ce fonds de roulement ne s'élève qu'à 1 660 210 du fait des non-reversements à la Régie des eaux, ce qui représente moins de 2 mois de fonctionnement pour la collectivité. Le fonds de roulement est par conséquent arrivé à son extrême limite basse et la collectivité ne peut continuer à le dégrader sans s'exposer à des incidents de paiement. Aujourd'hui, la commune ne peut honorer ses engagements financiers, y compris les salaires des agents, au-delà d'un seul mois d'avance. Deuxième constat, la dette explose. En 2008, l'encours de la dette était de 13 229 000 €. Fin 2013, il est de 30 141 000 €. Plus de 140% d'augmentation. Pour financer ces dépenses, la commune a eu recours à l'emprunt, d'1 million d'emprunts entre 2009 et 2013. Les ressources dégagées par la section de fonctionnement, qui est les recettes moins les dépenses, c'est simple, ne permettent pas, à partir de 2014, de faire face au remboursement des emprunts. La capacité de remboursement de la dette est de 21,6 années. Pour information, au-delà de 12 ans, une commune est qualifiée de surendettée. Au-delà de 15 ans, sa situation est qualifiée de dangereuse. Notre commune est en grand danger. La gestion catastrophique de l'argent public et des impôts. Le nombre de recrutements a explosé. En 2008, il y avait 5 cadres à l'administration, il y en a 15 en 2013. Une augmentation de 300% en 5 ans. Le budget du personnel représente 11 844 000 €, plus de 1 100 000 € de transferts à la communauté de communes, soit 60% du budget de la commune. Le cabinet du maire, le budget des ressources humaines, 148 272 €, soit 4 équivalents temps plein au service du maire. L'ancienne municipalité a signé des embauches de personnel entre les 2 tours des élections municipales, précisément le 26 mars, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne serait pas là pour les honorer. Les dépenses, elles, sont incontrôlées. 100 000 € de factures d'eau hors espace vert, hors voirie, 60 000 € d'affranchissement, 150 000 € de carburant pour se déplacer dans la commune, 315 000 € d'électricité hors éclairage public et 60 000 €, je dirais seulement, en fonctionnement pour le développement économique. Est-ce que la vie des Brignolais a été de meilleure qualité? Je me pose la question. Est-ce que l'image de Brignoles est positive? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que les impôts, l'argent des contribuables a été correctement utilisé? Là, je pense que je peux dire non. Il y a eu gaspillage, il y a eu incompétence, il y a eu irresponsabilité. Et je ne parle pas de la gestion scandaleusement dangereuse et pénalement répréhensible de certains bâtiments publics. Je veux parler des Ursulines, qui font courir un risque majeur aux associations et aux élus, aux adultes, aux enfants qui les occupent.
Face à cette situation, et s'agissant des Ursulines, je prendrai une décision très rapidement de fermeture. Face à cette situation tristement calamiteuse, j'ai évidemment lancé la commande d'un audit complet des finances de la commune pour pointer très clairement les choses qui ne vont pas. J'ai demandé officiellement à Monsieur le Préfet un délai pour voter le budget et essayer de présenter les choses du mieux possible en fonction des éléments que nous avons et des possibilités. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse de Monsieur le Préfet. Je pense qu'il ne nous l'accordera pas parce que ça ne se fait pas d'accorder un délai supplémentaire qui, je vous rappelle, la date limite est bien le 30 avril. Donc la semaine prochaine, d'ores et déjà, nous nous retrouverons pour évidemment parler de ce budget d'une manière plus approfondie. Mais il était de ma responsabilité d'informer clairement, objectivement de la situation que j'ai trouvée, que nous découvrons tous les jours depuis notre arrivée. La ville de Brignoles est dans une situation difficile financièrement, très détériorée. Donc l'heure est au débat d'orientation budgétaire. Je vais passer la parole à Jean-Michel Rousseau pour vous présenter les différents scénarios possibles pour éviter le pire et surtout pour que tous ensemble nous puissions redresser la ville. Cela nous prendra du temps, certainement, du courage, de l'énergie, mais je puis vous assurer, je sais que je peux compter sur l'ensemble du conseil municipal, parce que nous sommes tous ici déterminés à inverser le cours des choses. Donc je fais appel, évidemment, à votre sens des responsabilités, mais en ce qui me concerne, soyez assurés que j'assurerai les miennes. Et je passe la parole à Jean-Michel Rousseau, adjoint aux finances. Bon, tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire un débat d'orientation budgétaire? Tout simplement, c'est une obligation légale pour les communes de plus de 3500 habitants. Comme on dit, c'est une formalité substantielle, c'est que sans ce débat d'orientation budgétaire, le budget ne peut pas être voté. J'ai ici dénoncé pendant longtemps l'absence de débat d'orientation budgétaire dans les 3 premiers mois de l'année 2014 qui a fait prendre, comme le disait Mme le maire, de nombreux engagements à la collectivité qui ne pouvaient être assumés financièrement. C'était déplorable et ça nous a obligés dans l'urgence, et à ce titre je tiens à remercier toute l'administration à travers son directeur général des services et Mme Christine Bon, la directrice des finances, du travail fourni sur ces 3 semaines. Car vous imaginez, dans un cadre financier compliqué, avec un changement d'exécutif, la tâche a été rude et je remercie d'avoir été présent et d'avoir répondu pour que nous puissions vous présenter quelque chose qui tienne la route. Merci à eux. Donc vous le savez, les finances, ce n'est pas une finalité en soi, c'est une nécessité pour une commune. Avoir de bonnes finances, c'est de garantir les moyens de pouvoir mener nos politiques publiques pour lesquels les citoyens nous ont fait confiance. Et c'est ce en quoi nous devons garder d'avoir des finances saines tout au long du mandat, mais aussi ne pas préserver pour ceux des mandats à venir, car nous ne sommes que de passage court, 6 ans, et que derrière nous, Brignoles aura besoin de continuer à investir. Donc l'objectif de ce débat d'orientation budgétaire va être d'une part de vous faire le bilan de ces 6 années qui viennent de s'écouler, et ensuite de vous montrer le chemin que nous pourrions suivre, le conseil municipal sous l'autorité de Mme le maire, pour essayer de désendetter la commune et de retrouver, j'allais dire, une santé financière qui nous permette d'assumer nos politiques. Voilà, donc vous avez ici rapidement brossé le sommaire. Premièrement, dans quel cadre nous situons-nous? Alors Brignoles dépend bien évidemment de groupements intercommunaux, du département, de la région, du pays, et le pays dépend bien évidemment du contexte mondial. Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir un œil sur ce qui se passe. Ça n'a pas une incidence directe, mais on peut comprendre que dans le monde, la croissance est importante dans les pays émergents, donc ce qui crée dans le commerce mondial pas mal d'échanges. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que dans la zone euro, et particulièrement notre pays, reste avec une croissance malheureusement trop terne. Et l'objet n'est pas de discuter pourquoi notre pays a une croissance terne, c'est un constat. Donc dans ce constat, avec 1%, l'État est obligé de faire des économies. Le Premier ministre a annoncé un plan de 50 milliards d'économies. Ces 50 milliards d'économies, bien évidemment, vont être répartis sur tous les acteurs du territoire, et pour ce qui nous concerne, c'est les collectivités. Et donc là, il faut s'attendre que ce qui était subventionné ou bien aidé de main ou bien doté
ne le sera plus tout au cours de notre mandat. Donc il va falloir que nous ayons tous, les acteurs de la vie politique, une réflexion sur comment dépense-t-on l'argent public, quel qu'il soit. Et que les périodes de faste, à mon avis, sont derrière nous pour quelques années. Voilà, et le contexte de chômage n'aide pas la chose, car ça nous oblige aussi à avoir des politiques sociales à la hauteur d'un pays comme le nôtre. Tout ceci étant dit, nous avons donc un cadre normatif qui régit nos finances publiques, c'est la loi des finances 2014 et la loi des finances rectificatives 2013, qui apporte des ajustements sur les dotations globales. Donc comme je vous le disais sur le slide précédent, l'effort c'est 1,5 milliard qui est demandé aux collectivités, 750 millions d'euros pour les villes et les communautés de communes. Et dans l'effort, la répartition de l'effort, c'est en gros 250 millions d'euros pour les communes, et 250 millions d'euros pour les intercommunalités, pardon, et 500 millions d'euros pour les collectivités. Nous. Donc, et cet effort de 500 millions d'euros, ça se traduit tout simplement par une baisse forte, jamais vue depuis 14 ans que je siège au conseil municipal, de nos dotations de fonctionnement. 200 000 euros, c'est 10% de baisse. Et de la part de l'État, c'est tout à fait irresponsable et, j'allais dire, soit c'est un suicide organisé des collectivités si on continue à ce rythme-là, soit il va falloir clarifier qui fait quoi, parce qu'on ne peut pas nous transférer des compétences, notamment je pense à la réforme de rythme scolaire, et par ailleurs nous doter nos dotations et les limiter dans le temps. Donc il va falloir qu'on ait une réflexion sur ce qu'on dit sur notre millefeuille territorial. Parce qu'à ce rythme-là, les collectivités vont purement et simplement s'étouffer, et je sais que l'Association des maires de France est montée au créneau vis-à-vis de ces baisses. Parce que cette baisse de 10% cette année va être reconduite en 2015, et nous n'avons pas de certitude à aujourd'hui qu'elle ne soit pas poursuivie de 2016 à 2019. Donc pour vous dire à quel point la cure d'amaigrissement est forte, parce que 200 000 euros en 2014 et 200 000 euros en 2015, ça fait perdre 1 800 000 euros sur la collectivité sur le mandat. Et donc ces 1 800 000 euros, il faut les trouver, soit en matière de ressources supplémentaires, soit en matière d'économie. Et économiser, à force d'économiser, on ne fait plus rien. Donc il va falloir savoir quel rôle donc les communes jouent encore. Et à côté de ça, l'État continue par baisser ce qu'on appelle toutes les compensations d'exonération, parce qu'il y a des délibérations qui permettent à la collectivité d'avoir des exonérations qui sont dues à l'État, sur la taxe foncière, sur la taxe professionnelle, sur la taxe d'habitation, et tout ça, l'État exonère. Et bon, ça, ce sont des fonds généraux, j'aurai l'occasion de vous en parler, je vous le dirai. Et là-dessus, il y a une réduction de l'enveloppe. Et si tout ça, ça ne suffisait pas, l'État, vous le savez peut-être, détermine dans la loi des finances chaque année la revalorisation des bases locales, c'est-à-dire de la valeur locative et son augmentation. Elle était, il n'y a pas si longtemps que ça, à 1,6, voire 1,8 quand il fallait donner un coup de pouce aux collectivités. L'année dernière, nous étions à 1,1, nous sommes à 0,9, c'est-à-dire que la croissance est encore faible. C'est ce qui touche notre fiscalité, en fait, directement. Donc ça nous fait perdre encore des revenus, ce qui ne nous aide pas. Enfin, ce que j'avais aussi dit en 2009 ou 2010, quand on avait transféré la taxe d'électricité au syndicat, j'ai dit voilà une ressource qui va disparaître des collectivités. Malheureusement, nul n'est prophète dans son pays. Je suis désolé de constater qu'en 2015, le transfert est obligatoire à l'EPCI qui gère, pourquoi pas, et le reversement va être divisé, n'est plus obligatoire, il faut une délibération concordante à la fois du syndicat et de la ville pour que nous n'ayons plus que 50% de la recette. Donc ça nous fait encore 265 000 euros perdus par an à partir de 2015, vous voyez encore plus d'1 million d'euros sur le mandat de recettes en moins. Et vous le savez, la TVA qui a augmenté à 20%, 10%, on récupère par un mécanisme qui s'appelle le FCTVA, une partie de la TVA qui a été un peu réactualisée, mais nous ne sommes pas forcément gagnants sur la TVA. Donc voilà, le contexte national, au moins il est brossé, il est noir, et malheureusement, la suite ne va pas s'éclaircir. Alors, on arrive directement à qu'est-ce qui a été fait pendant ces 6 années qui ont mené la situation de la ville de Brignoles à 2007, là où je l'avais laissé avec mes collègues, nous l'avions laissé plutôt.
où la situation était unanimement reconnue saine, à celle qu'aujourd'hui je suis, et avec son noté de Madame le maire, obligé de vous décrire comme particulièrement catastrophique. L'endettement. L'endettement, ça a été précisé en préambule. Hein. On passe d'un seuil de 13 millions à 24 millions en début d'année, mais comme on a emprunté en 2013 7 millions 300 000 euros, ça nous fait qu'au 31-12 de l'année, on a 30 millions d'euros de passifs de crédit. La chose n'est pas mince. Dans l'absolu, on pourrait se dire, pourquoi pas 30 millions, parce que 30 millions, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. C'est dès lors que l'on met ce ratio en perspective avec notre capacité à le rembourser. Et notre capacité à le rembourser, vous le voyez, depuis 2012, avec le transfert de la régie des eaux, qui n'a pas pu être fait intégralement en 2012, parce que la ville n'avait déjà plus les moyens de transférer les 4,9 millions à la collectivité, à la régie qu'elle a créée. Elle a étalé sur plusieurs années. Donc nous avons un ratio, parce que c'est une dette, hein, nous devons à la régie des eaux cet argent, qui est entre 25 et 21 ans, donc la situation est dangereuse. Si on retraite, on est entre 12 et 10 ans, ce qui n'est pas mieux, mais le retraité, c'est peut-être intellectuellement satisfaisant, c'est pas une réalité parce que la créance ne disparaît pas. Elle pourrait disparaître légalement, mais alors c'est la régie des eaux qui serait en difficulté puisqu'elle serait privée des 2 200 000 euros que la ville lui doit encore. Comme la régie des eaux, c'est vous, puisque c'est votre alimentation en eau, ça aurait des répercussions immédiates sur le prix de l'eau. Donc un endettement déraisonné, et en même temps qu'on s'endette très fortement, la première des précautions, c'est que si on avait regardé le cap un petit peu plus loin que le bout de 2014, et simplement de sa propre réélection, on aurait vu qu'on mettait dangereusement en péril la collectivité si on avait bien voulu nous présenter des scénarios prospectifs, ce qui n'a pas été fait, et on s'est masqué derrière des transferts de compétences, des transferts de personnel pour cacher la réalité dénoncée ici pendant 6 ans, je vous le rassure. Donc vous avez l'évolution des dépenses de fonctionnement en structure, c'est-à-dire vous avez les différents chapitres qui composent le budget des dépenses de fonctionnement. Je ne serai pas très long, je vous dirai juste que regardez les taux d'évolution. Quand vous avez des années où vous augmentez à 6% ou à 8% dès lors que vous enlevez les transferts, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sur des taux acceptables par la collectivité. C'est-à-dire qu'on ne saura pas absorber sur les années à venir ces taux d'augmentation. Donc vous le voyez, vous avez des années 6,63, 8,31, 7,45 qui sont des années particulièrement où la dépense n'a pas été contrôlée ni mesurée. Chacun déduira le pourquoi. Dès 2013, par contre, la situation a été, voilà, quand on ne peut plus, on est obligé de prendre des mesures drastiques et on a enfin compris qu'on ne pouvait plus continuer sur ce rythme-là, mais malheureusement, bien que les efforts méritent d'être reconnus, moins 0,98, ils sont largement insuffisants par rapport à ce que la collectivité peut supporter. J'en veux pour preuve, ça c'est le détail en chiffres pour que vous ayez les éléments. Pour vous dire tout simplement qu'à chaque fois que la collectivité transfère une compétence au groupement intercommunal auquel il appartient, il est important de geler les dépenses à même hauteur. C'est-à-dire que dès lors qu'on se voile, et c'est notamment pour le personnel, ici dans cette assemblée nous avons eu des débats sans fin, où on nous disait le personnel n'avance pas, oui mais vous en transférez une grande partie, mais donc mécaniquement, le transfert entraîne le transfert de recettes. C'est-à-dire que vous gelez vos recettes, mais vous continuez à faire croître vos dépenses de personnel, parce qu'il y a quelque chose qui existe dans les collectivités territoriales, c'est le GVT, glissement vieillesse technicité, qui fait que chaque année vous avez 2% de la masse salariale, quand on est très généreux, entre 0,75 et 1 dès lors qu'on a moins de moyens, d'augmentation mécanique de la masse salariale. Les grades, les emplois, et peut-être des recrutements supplémentaires. Non, pas les recrutements, c'est autre chose, mais en tout cas la progression des salariés dans leur carrière. Et donc dès lors qu'on fait augmenter cette masse plus que l'on ne peut assumer les recettes, on arrive à un niveau d'étranglement. Donc c'est ce en quoi les dépenses de fonctionnement ont beaucoup trop augmenté, donc sans aucune maîtrise. Et ceci, vous rajoutez la conjonction de la dette qui explose, c'est-à-dire vous augmentez les intérêts, vous augmentez le capital, vous augmentez les dépenses de fonctionnement dans un cadre où les recettes ne rentrent plus, qu'est-ce que vous faites? Vous étouffez votre collectivité. Et je ne parle pas ici de projets, je ne qualifie pas est-ce que les projets qui ont été faits sont bons ou pas. Je vous dis que mécaniquement, cette partie-là entraîne pour toutes les collectivités, on va dans le mur.
Voilà, donc sur les recettes de fonctionnement, mais pareil, vous voyez que les taux de progression vont de moins 0,85 en 2009 par rapport à 2008. 2010, bien sûr, la collectivité, l'ancienne municipalité avait déjà augmenté les impôts pour essayer de pallier à l'augmentation forte des dépenses. Et on voit qu'on a un ratio qui est grosso modo aux alentours des 2-3% d'augmentation de recettes quand vous faites une moyenne lycée. Donc si impérativement travailler sur les recettes, avec une maîtrise aussi de la pression fiscale, parce que nous en avons conscience tous, j'imagine qu'aujourd'hui, on ne peut plus demander d'augmentation d'impôts qui ne soit plus justifiée, c'est fini, on n'augmente pas comme ça. Malheureusement, il nous faut être très vigilants sur nos recettes et déduire nos dépenses. On n'est pas dans une politique de besoin, parce que la politique de besoin mène dans le mur. Ceux qui devront entendre ce message, j'espère qu'ils l'auront entendu. Donc les bases, c'est une partie importante puisque c'est le seul levier de marge de manœuvre qui reste aux collectivités, ce qui a beaucoup changé. Vous avez trois grands leviers sur la fiscalité, c'est-à-dire que vous avez les dotations de l'État, vous les avez vues, elles sont toutes en baisse. Vous avez ce qu'on appelle le reversement de l'intercommunalité, c'est l'attribution de compensation qui est en principe déduite des transferts de compétences faites, mais qui elle aussi est gelée. Donc vous avez, et ça représente, on va dire, 12 millions d'euros sur notre budget avec les autres dépenses, les autres recettes, pardon. Donc nous avons une marge de manœuvre sur 8 millions, c'est-à-dire sur 40%. Donc il faut que ces 40% arrivent à compenser les 100% de dépenses. Donc vous voyez que l'exercice est difficile. Donc jusqu'en 2013, Brignoles avait des bases dynamiques, avec une revalorisation, comme je vous disais tout à l'heure, de l'État intéressante. 2014, c'est pas le cas, et en plus nous avons une progression de nos bases divisée par 2. Donc vous imaginez que la progression de nos recettes va encore baisser. Donc ce dynamisme des bases sur lequel nous pouvions nous appuyer par le passé serait, j'ai mis au conditionnel, à revoir. Bon, néanmoins, nous avons fait interroger par l'intermédiaire de notre trésorier les services de l'État pour savoir s'il n'y avait pas une erreur sur l'augmentation de nos bases. Pourquoi, en 2014, elles augmentent 2 fois moins que les autres années? Donc voilà, la question est mais ce constat de base dynamique n'est plus à reporter ne serait plus à reporter sur les avenirs. Donc vous voyez que là, pour redresser la situation, notre marge de manœuvre s'amenuise de diapositive en diapositive. Donc ça, c'est ce que je vous disais rapidement sur la pression fiscale, la fiscalité directe, avec l'augmentation des taux en 2010 et une stabilité sur les autres années. Néanmoins, Brignoles, sur la taxe d'habitation, est largement en dessous de sa strate en termes d'imposition. Je pense que c'est un facteur intéressant parce que ça implique une sociologie de l'État. Et par contre, en taxe sur le foncier bâti, nous sommes largement au-dessus de ce qui se fait dans les villes de notre strate et dans le département. Donc il y aura peut-être des recalages à faire sur l'avenir. La taxe foncière non bâtie, là aussi, nous sommes un petit peu au-dessus, mais notre territoire n'est plus aussi agricole qu'on pourrait le trouver dans d'autres villes où la surface agricole a encore une importance plus que la nôtre. Donc le constat de tout ça, ce sont les indicateurs financiers, en tout cas ceux des épargnes. Vous avez 3 types d'épargne. Vous avez la première, c'est l'épargne, je vais un peu vite parce que je vois là, l'intérêt c'est aussi le débat, mais de quand même présenter les choses puisque le conseil municipal est nouveau dans sa grande majorité. Vous avez 3 types d'épargne. L'épargne, ce qu'on va dire, la première c'est l'épargne brute, celle que vous prenez directement entre les dépenses et les recettes. Vous prenez l'épargne de gestion, c'est-à-dire celle que vous enlevez les intérêts, et enfin vous avez l'épargne nette, c'est une fois que vous avez vu le capital de la dette. Et tout ça, ça vous donne, l'épargne nette, c'est qu'est-ce que je peux financer derrière avec cette épargne. Voilà. Ou qu'est-ce qui me reste une fois que j'ai tout dépensé pour me permettre d'investir pour la collectivité. Donc comme vous le voyez, on a une réduction très forte depuis 2010 de toutes les épargnes, et ça c'est le signal voilà, flagrant qu'on privilégie, on étouffe la section de fonctionnement et on va vers le mur parce qu'on va être obligé d'emprunter de plus en plus pour pouvoir financer notre investissement. L'objet de l'épargne nette, c'est de prélever un maximum de ressources en section de fonctionnement pour la basculer en section d'investissement et de permettre à la collectivité d'avoir moins à emprunter. C'est-à-dire quand vous économisez 1 million d'euros sur la section de fonctionnement, vous la basculez en investissement, mais c'est 1 million d'euros d'emprunt que vous ne faites pas. Donc vous ne payez pas d'intérêt dessus et vous
n'ouvriez pas les banques non plus inutilement. D'où l'intérêt d'avoir une épargne nette la plus haute possible. Vous voyez qu'on est quand même passé de 1,5 million à, on va dire, elle est légèrement positive si on lève le retraitement, mais quasi à zéro à la fin du mandat. Ça, c'est une situation qui n'est pas tenable pour une collectivité. Hop. Donc voilà, ça, ce sont les évolutions des dépenses d'investissement rapidement retracées. Vous voyez qu'on est de 8 millions à 12 millions. Hein, ça fait, c'est-à-dire que là, vous avez quasiment la réalisation de 2 mandats et demi à 3 mandats. Vous imaginez bien que la collectivité ne peut pas le supporter au bout d'un moment, ça explose. Tout simplement, le seuil en année, j'allais dire en année de croisière où on peut investir, c'est 6 millions d'euros. Voilà, donc après, on sait que si on fait des efforts, on peut le faire, mais ils sont sur une courte durée et ils doivent être compensés par des efforts en fonctionnement. Voilà. Et fort heureusement, et ce qui a pu permettre, donc je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, de tenir ce taux d'investissement, c'est qu'il y a effectivement des réalisations qui ont été faites, mais elles n'ont pu être tenues que parce que nous avons des taux d'emprunt qui ont été extrêmement bas pendant la période, contrairement à ce que nous avions vécu en bas. Aujourd'hui, toute relevée des taux va nous rendre à la fois plus complexe notre capacité d'emprunter. Hein. Il faut voir qu'il y a une banque qui nous a déjà refusé un emprunt de 5 millions d'euros il n'y a pas très longtemps, donc la ligne n'est plus très solvable, et ça va nous pénaliser notre capacité à pouvoir mobiliser des emprunts. Donc là, on avait des taux qui tournaient autour de 2%, de 2,5%, qui n'est quand même pas grand-chose. En 2007, nous empruntions autour des 4%, 4,5%. Donc là, il y a eu un gain, et ça a permis de faire ça. Malheureusement, on n'en a pas profité pour garder des finances saines. Malheureusement, si la situation s'en arrêtait là, les APCP qu'on nous a présentés au mois de février, pour faire bien évidemment un coup de publicité, ont des opérations qui ont été bien évidemment lancées, mais c'est que quand nous sommes arrivés avec Madame le maire et avec l'équipe municipale en place, l'ardoise était déjà de 6 millions d'euros pour l'année 2014. On n'avait pas encore mis les pieds à la mairie que nous devions déjà 6 millions d'euros à financer. Et c'est le seul maximum de ce qu'on doit financer. Vous imaginez qu'à côté de ça, vous y rajoutez tout ce qui doit être l'investissement courant, ce qui nous fait qu'on n'a pas encore bougé, qu'on a déjà l'année 2014 où il y aura, parce qu'on a reçu le budget, plus de 10 millions d'euros d'investissement, et on n'a même pas eu l'opportunité de les regarder, même si nous avons été amenés avec Madame le maire à faire toute une série de coupes sombres dont nous serions bien évidemment passés. Nous aurions retrouvé. Et comme les choses ne sont pas terminées, on a déjà encore 1 million d'euros en 2015 et 500 000 euros en 2016. Voilà, histoire de dire qu'on fait durer le plaisir. Hein. Auquel on aurait pu régler la situation plus rapidement. Là, voilà, on en rajoute un peu. Donc pour vous dire que la situation que nous vous décrivons, l'audit viendra le dire. Parce que c'est vrai que quand nous le disons, on a toujours l'impression qu'il y a une connotation politique ou politicienne. L'audit confortera et confirmera tous ces chiffres. Et je peux vous garantir que vous verrez que les choses vont être complexes. Bon, les recettes c'est essentiellement, vous voyez, de l'emprunt hein, qui augmente petit à petit, pour finir avec 7 300 000 euros d'emprunt sur l'année 2013, donc, qui pèse à partir de 2014 et les années suivantes, et on va avoir la même chose à venir pour l'année 2014. J'en viens à ce qui est le cœur du débat d'orientation budgétaire, c'est quelle trajectoire devons-nous choisir au cours du mandat pour que chaque budget vienne s'y inscrire dedans et respecter les finances publiques. Ça, c'est au-delà des choix des investissements qui seront faits. C'est-à-dire comment va-t-on calibrer notre section de fonctionnement, notre section d'investissement pour ne pas dégrader les finances communales, dans notre cas, même les améliorer, pour permettre de se redonner une bouffée d'oxygène. Donc, nous avons travaillé avec les services des finances sur 3 hypothèses. La première, pour que vous ayez conscience de la gravité de la chose, c'est qu'on continue comme si rien n'était. C'est-à-dire, en gros, la politique de l'autruche. Et tout va bien, et on continue. Donc, vous avez les hypothèses qui sont là, des progressions des dépenses de personnel aux alentours de 2,79 par rapport au CA en 2014, puis ensuite 1,8%. C'est pas non plus dément, mais on a pris cette hypothèse. On prend 2% à partir de 2015 sur les charges de caractère général, c'est-à-dire sur les moyens que l'on met en matière de... Et les autres charges, 1%. Donc on continue sur un train de vie, je ne dirais pas de sénateur, je ne vais pas me fâcher avec eux, mais voilà, relativement tranquille, on se préoccupe de rien. On ajuste
les recettes par rapport au climat national que je vous ai évoqué et aux charges locales, et on calibre les dépenses d'investissement par rapport à ce qu'il y a sur 2014-2015, et puis après, à partir de 2016, on investit 2 millions d'euros, c'est-à-dire plus rien pour une collectivité de la taille de Brignoles. Et on paye notre dette en 2014 et en 2015 à la Régie des eaux. Voilà, ça ce sont les hypothèses que nous avons prises pour dire, bon voilà, qu'est-ce que ça va donner si on projette. Si on projette ce scénario sur les 5 ans ou 6 ans de notre mandat. J'évite de décrire la descente aux enfers, je vous donne juste l'arrivée, c'est-à-dire qu'en 2019, avec ce scénario-là, on a 2,5 millions d'euros d'épargne nette négative et on va mettre 358 ans pour rembourser notre dette. Donc on est en cessation de paiement bien avant. Voilà. Non, mais il faut qu'on ait conscience, ce qu'on fait, on ne le fait pas par gaieté de cœur, par plaisir, on est sur d'autres choses et vous voyez que je pense que... Alors effectivement, on peut toujours essayer de survivre là-dedans, mais on ne répond plus à nos missions de service public. C'est-à-dire, grosso modo, c'est investir pour nos concitoyens et leur offrir des services à la hauteur de ce qu'ils sont en droit d'attendre par rapport aux impôts qu'ils payent. C'est-à-dire que là, les impôts ne servent qu'à payer la dette et à essayer de s'oxygéner. Donc il n'y a pas besoin d'être un financier, j'allais dire, hors pair pour s'apercevoir que ce scénario ne peut pas tenir. Donc il nous appartient à nous de prendre des dispositions. Alors on a une deuxième hypothèse, c'est-à-dire on va travailler exclusivement sur des réductions de dépenses. On laisse une fiscalité nette, c'est-à-dire nous ne changeons pas nos taux, nous ne bougeons rien, mais par contre on fait subir une cure d'amaigrissement généralisée à la collectivité en réduisant tous les postes. Parce que quand on prend 0% de l'augmentation du personnel sur 5 ans, avec le mécanisme du GVT, c'est 200 000 euros de baisse technique, ça nous fait 3 à 4 TP de perdu chaque année. Donc ça nous fait une réduction d'une vingtaine de salariés sur le mandat. Voilà, c'est ça que ça veut dire concrètement, en chiffres, quand on le traduit dans la réalité. Si on prend ne serait-ce que cette hypothèse et qu'on maintient une croissance, ne serait-ce que eu égard à l'inflation sur les charges de caractère général, et qu'on a sur la partie des investissements, une fois qu'on a remboursé notre dette à la Régie des eaux, que nous cédons pour 1 800 000 euros les 2 premières années, 800 000 euros la 3e année de notre patrimoine. C'est-à-dire qu'on va être obligé de céder notre patrimoine pour faire rentrer des ressources pour payer la dette. Tout ceci étant dit, nous avons une situation qui malheureusement reste peu satisfaisante à l'issue du mandat. C'est ça que notre trajectoire. On est en train de discuter de notre trajectoire. On ne parle pas du budget 2014, on le verra un petit peu tout à l'heure. On sort avec une dette, on est à 20 ans en fin de mandat, et même bien avant, puisqu'on ne va pas les quitter à partir de 2015. Donc ça, c'est une situation pour une collectivité, on va avoir de plus en plus de mal à trouver des financeurs. On va nous prêter à des taux de plus en plus importants, et on continue la spirale infernale descendante vers laquelle on est, et avec l'incapacité de continuer, puisqu'on a moins 500 000 euros d'épargne nette en fin de mandat, pas une fois une épargne positive, on n'autofinance quasiment plus rien. Donc, ce scénario ne peut être maintenu très longtemps. Voilà. Ça ne serait pas responsable, pas viable de façon financièrement ni économiquement. Et nous avons travaillé sur une troisième hypothèse, beaucoup moins sympathique pour nous tous, mais qui permet à la collectivité de pouvoir à la fois assumer ses fonctions et de remettre le bateau sur le droit chemin, mais nécessite des efforts de tous. C'est-à-dire qu'on va faire la conjonction de la maîtrise du gel des dépenses de fonctionnement avec une augmentation de la fiscalité en 2014, c'est-à-dire là, pour permettre de retrouver une bouffée d'oxygène tout au fil du mandat. Donc ce scénario est basé sur des hypothèses, 13% sur la taxe d'habitation, 13% d'augmentation du taux, 5% d'augmentation du taux sur le foncier bâti et 10% sur le foncier non bâti. Pour faire un gain de recettes, ça nous fait 700 000 euros de recettes supplémentaires. Vous voyez que quand on perd 200 000 de IGF, on va perdre 260 000 euros de taxes sur l'électricité, on a une dette qui augmente, tout ça ne donne que peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire que cette augmentation d'impôt, dès qu'elle a été ou qu'elle serait actée, il n'y aurait que 30% qui servirait
de notre côté, à retrouver des marges de manœuvre. Le reste étant mangé par ce qui a été fait par avant. Oui, les collectivités, il y a une énorme inertie. Malheureusement, on n'a pas les marges de manœuvre que nous pouvons disposer dans le secteur privé. Donc, on maintient quand même les 2 600 000 € de vente de notre patrimoine, c'est-à-dire de l'optimisation. On va lancer sur ce sujet-là. Là encore, pour ne plus avoir à faire de recours à l'emprunt, mais à faire à des ressources internes de la collectivité, parce qu'il faut arriver. Le reversement des excédents de la régie des eaux, je vous en parlerai sur le budget 2014, on a changé de mécanisme pour le rembourser, mais on va les rembourser, c'est 2 200 000 €. Et nous arrivons à la situation qui nous permet de retrouver une épargne positive dès l'année 2014-2015. Je dirais très honnêtement, si on était sur le même cadre, plutôt 2016, puisqu'on a retraité le reversement à la régie des eaux en investissement. Je vous l'expliquerai après. Et on a retrouvé une capacité de désendettement qui reste dans le seuil, si on aime bien les couleurs orangées, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans, c'est un seuil de vigilance. Voilà ce scénario à quoi il nous amène et ce qui nous comme prudence. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui avoir une visibilité sur ce que va être 2014-2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, nous n'avons de l'État aujourd'hui aucun engagement. On prendra la réforme des rythmes scolaires, rien n'est pérennisé par exemple au-delà de l'année. Donc, dans l'incertitude des ressources, si l'on ne prévoit pas de se dégager quelques marges de manœuvre pour avoir des secousses, mais si on n'a pas de marge de manœuvre, les secousses, qui c'est qui va les prendre? C'est le contribuable. Et ça, c'est ce qu'on va, on va s'attacher d'éviter. Donc voilà, sur cette présentation de la prospective. Donc voilà, donc réduction des dépenses. Personnel, je l'ai en termes de progression, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur toute une série d'actions menées, sur les heures supplémentaires, sur les postes, sur la typologie des postes, on l'a dit, Madame le maire le disait dans son propos introductif, quand en 2008 la collectivité se gère avec 5 cadres A, expliquez-moi pourquoi 5 ans après, il nous en faut 5 fois plus, 3 fois plus, pardon. Expliquez-moi, je veux juste qu'on m'explique ce qui était faisable. La technicité pas, au contraire, il y a de plus en plus de transferts dans les collectivités. Moi, je veux juste qu'on m'explique par des choses qui tiennent la route, et non pas par de la politique politicienne. Nous avons lancé plusieurs axes, mais on travaillera en commission des finances, puisque chaque dispositif sera présenté. On va d'abord travailler en comité des adjoints, et ensuite présenté en commission, sur la politique tarifaire de la ville, financement externe. Et là aussi, on a une inquiétude parce que dans la réforme des collectivités territoriales lancée par l'État, ce qu'on appelle le financement commun, c'est-à-dire où chaque collectivité peut participer au financement des autres, à mon avis, va disparaître. Donc chaque collectivité va devenir autonome sur ses propres financements et on n'aura plus de financement croisé d'équipement. Chacun se autonome. Donc ça, c'est une perte de ressources aussi pour les collectivités qu'il va falloir envisager, je pense, à horizon 2016. Donc ça, c'est intéressant, mais jusqu'à 2016, il faut optimiser ces financements croisés. Nous allons lancer un observatoire fiscal local, comme nous l'avions fait pour la taxe professionnelle avant le transfert à la communauté de communes, c'est-à-dire en 2004, ça a été transféré, mais juste avant, nous avions lancé une révision de nos bases. Nous allons lancer une révision de nos bases sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti et sur la taxe d'habitation. C'est d'assurer que chaque logement est en conformité avec ce qui est déclaré par la déclaration H1 aux impôts locaux, qu'il y a une conformité entre ce qui est déclaré et ce qui est localement là. Donc ça va être lancé. La gestion active du patrimoine communal avec de cession de notre patrie. Il y a plus de 83 000 mètres carrés de bâtis dans la collectivité, donc certains sont utilisés et usités et beaucoup complètement inutilisés et qu'il va falloir valoriser. La cession, c'est pour que ça soit valorisé. On sera vigilant sur les projets sur lesquels nous mettrons en place pour que ça donne à la fois un cadre plutôt que ça reste des ruines dans la ville. Voilà, et nous avons commencé à travailler un reprofilage de la dette, c'est que nous allons être obligés de recaler à la fois j'en ai noté 4 emprunts qui ont des taux au-delà de 3,5. On va essayer de les renégocier grâce au plan d'action que nous allons mener
avec Madame le maire pour faire que nos partenaires financiers nous refassent confiance. Donc à la fois qu'on ait un gain de taux, mais qu'aussi on étale notre dette. Nous avons des emprunts sur 15 et 20 ans et nous allons passer sur 25 et 30 ans. Ça ne nous fait pas gagner de l'argent techniquement, mais ça nous permet de dégager des marges de manœuvre puisqu'on lisse la dette. Voilà, ça pèse moins chaque année. C'est une piste, on va la lancer, mais vous en serez informé en commission des finances. Je n'envisage pas et Madame le maire également n'envisage pas que nous fassions ça de façon obscure comme ça doit être fait pendant les années. On sera clair sur nos choix, transparents. Nous échangerons avec vous bien sur l'opposition, naturellement avec les membres de la majorité. Voilà, maintenant je vous laisse place au débat. Je vous remercie pour votre patience. Je suis tout à fait atterré de l'état des finances de notre commune. Je dis bien notre commune, j'y m'attendais quelque peu, mais je pense que nous étions tous, et majorité et opposition, dès lors que nous sommes engagés dans le cadre des élections municipales dernières, au courant de la situation de Brignoles. Je crois que nous ne découvrons pas, particulièrement la nouvelle majorité qui fut l'ancienne opposition, particulièrement Jean-Michel Rousseau, qui est un homme de grande valeur que j'estime beaucoup, lui était déjà au fait de la situation de notre commune. Donc ce n'est pas une découverte, il ne faut pas nous présenter ça comme une découverte. Les éléments étaient quand même disponibles pour chacun. Je crois que personne ne pourra nier. Alors certes, le débat d'orientation budgétaire, c'est un exercice obligatoire. Ça donne des grandes lignes. Elles ont été brossées à grands coups de pinceau par Jean-Michel Rousseau. Ce n'est aucunement l'établissement de budget. J'ai reçu hier soir, tard dans ma boîte aux lettres, les éléments du budget primitif. Je vous remercie de m'avoir transmis. Je n'ai pas eu le temps de m'y plonger, ni moi, ni mes collègues. Donc nous débattrons manifestement en commission lundi 18h30, me semble-t-il, et le prochain conseil municipal est le 30 avril. Nous aurons l'occasion de viser davantage sur ce sujet. Certes, les grandes lignes sont abordées. Vous avez brossé 3 tableaux successifs. Ce sont 3 tableaux qu'on aurait pu modifier différemment, qu'on peut amender, qu'on peut corriger. Ce sont 3 perspectives. L'affaire était bien menée, bien sûr, pour justifier la politique que la majorité nouvelle entend mener au bénéfice de la commune. Je ne dis pas son détriment, mais au bénéfice, tout au moins dans l'intérêt des Brignolais. Donc c'est le scénario 3 que vous avez retenu, qui semble-t-il sera retenu. Alors c'est vrai que ce scénario recèle quand même de mauvaises surprises pour la population, pour les Brignolais qui vous ont fait confiance. Je découvre que la fiscalité va augmenter. Je suis quelque part un petit peu peiné, un petit peu surpris, bien que l'état des finances de la commune laissée par la majorité précédente a laissé augurer quelque chose de cet ordre-là. Certes, la campagne est bien loin, donc on va augmenter les impôts, on va vendre les bijoux de famille, puisqu'il est évoqué dans le débat d'orientation budgétaire la cession de biens, on bouche les trous. Alors c'est vrai qu'auparavant, j'ai fait une petite digression, vous évoquiez, Jean-Michel, la situation internationale, la situation nationale, la très faible croissance de la zone euro. Alors, ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour évoquer cela, mais la situation de notre pays, qui est la conséquence des politiques gouvernementales successives qui ont été menées depuis bientôt 40 ans. Aujourd'hui, nous en payons le prix fort, et je crains que la situation ne fasse que se dégrader davantage. Je suis très inquiet pour la population la plus modeste de mon pays et de ma commune. Alors moi, je suis donc préoccupé. C'est vrai que la campagne est bien loin. Nous avons tous fait des promesses, ou formulé des propositions. Madame le maire, vous n'évoquiez nullement l'augmentation d'impôts dans votre programme. J'en propose celui-ci que j'ai conservé pieusement, puisque vous déploriez la fiscalité oppressante, les augmentations d'impôts, la dette par habitant de 33%. C'est vrai, je partageais votre analyse, Madame le maire, j'en conviens. D'autant que Brignoles est une ville dont la population est atteinte par une paupérisation croissante. Je rappelle à chacun que 8,5% des Brignolais survivent grâce au RSA. Je rappelle que 12,5% de la population active de notre commune est frappée de plein fouet par le chômage. Ce sont des indicateurs quand même très importants. Et j'ai l'impression, j'espère pas me tromper, que quelque part vous semblez déconnecté, vous, la majorité déconnectée de la détresse des plus modestes de nos compatriotes. Augmenter une fiscalité qui est déjà très lourde, ça va accueillir des familles dans des situations inextricables. C'est ce que je déplore. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un toit et une assiette remplie. Ce n'est pas le cas de beaucoup de nos compatriotes et de Brignolais en particulier. Je suis très inquiet pour ces gens-là. Dès lors qu'on augmente la fiscalité, ce sont les ménages les plus modestes qui vont encaisser le coup de plein fouet. Et bien évidemment, les classes moyennes qui sont toujours assujetties à une pression croissante. Alors évidemment, j'ai consulté avec attention, je ne vais pas reprendre tout le débat d'orientation budgétaire comme vient d'évoquer Jean-Michel, je crois que chacun a les éléments. J'aimerais avoir un point de Jean-Michel, si vous permettez.
Page 43, vous exprimez chaque nouveau projet devra atteindre un niveau de financement d'au moins 70%. Donc j'aimerais que vous m'éclairiez comment des explications complémentaires, même si cela peut être un petit peu tôt par rapport à la discussion. Et après, il y a quelque chose qui m'a surpris, qui m'a choqué. Nous avions débattu, Madame le maire avec M. Broquier, le 13 février dernier, aux expositions, devant 600 personnes. Vous étiez engagé, vous avez même fait quasiment un argument de campagne de la construction du cinéma pour la liberté. J'ai noté, alors je veux dire, avec satisfaction, mais aussi avec surprise, que ce projet était supprimé. Si j'ai bien interprété ce qui est écrit dans le débat d'orientation budgétaire, c'est vrai que c'est une mesure de bon sens. Je vois que vous rangez à l'avis que j'avais formulé à l'époque. Par contre, je suis surpris parce que ça faisait partie de vos promesses de campagne. Pardon ? Suspendu. Moi, j'ai vu suppression dans le domaine. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Nous sommes là pour discuter. Et je vous pose des questions, vous me répondrez. C'est l'objet d'un débat. Donc, vous l'avez suspendu jusqu'à quand ? Parce que, Jean-Michel, si vous permettez, j'en reste à vous, parce que vous êtes le rapporteur. Vu le tableau juste, mais cataclysmique, que vous avez brossé devant chacun, je crois que la suspension va durer quelques années. Je partage votre avis quant au fait que le désendettement de la commune est une priorité. Par contre, je crois que vous n'avez pas pris vraiment en compte le développement économique potentiel que l'on peut imprimer en termes de dynamique à la commune. Donc ça, vous êtes aux affaires, bien évidemment, nous sommes à l'opposition, mais j'aimerais avoir des éclaircissements quant à l'impulsion dynamique que vous comptez en termes économiques impulser notre commune. Je crois que ce serait important de savoir comment vous allez faire pour implanter des entreprises, créer des emplois. En termes de gestion, je ne suis pas inquiet. Voilà, vous êtes un homme de chiffres. Je partage une grosse partie de vos analyses, je ne l'ai jamais caché à quiconque, malgré les clivages politiques différents. Mais je crois que l'essor de la commune, sa sortie des difficultés, je crois qu'on se rangera tous ici, ça sera d'une part avoir des créations d'emplois, fermer les entreprises, avoir des leviers fiscaux non complémentaires et travailler sur les différents leviers que nous laisse bien sûr l'État. Il est certain que les transferts qui ont été faits ou pas faits au niveau d'intercommunalité posent un gros souci, là aussi. C'est quelque chose qu'il faudra évoquer tous ensemble. L'intercommunalité aurait pu être très bénéfique. Je crois qu'elle a été maltraitée, mal utilisée. Quand je dis maltraitée, mal employée, bien évidemment. Je crois que, puisque nous siégeons, tout au moins quelques-uns, dans le cadre de l'intercommunalité, il faudra quand même se pencher sur cet outil pour optimiser son fonctionnement et pas forcément au détriment des seules communes. Donc, voilà, je vous ai posé quelques questions. J'aimerais avoir des éclaircissements, tout simplement, afin de comprendre vers quoi vous souhaitez tendre. Je ne parlerai pas davantage pour laisser un peu de temps de parole à mes collègues de l'opposition. Je serai sûrement beaucoup plus précis sur le budget primitif dès lors que j'aurai le chiffrage, parce que je n'aime pas parler dans l'absolu. Un débat d'orientation budgétaire, ça trace des lignes. Ce ne sont pas des éléments avérés, sûrs, tangibles. Donc je ne m'exprime que sur des choses sûres. Voilà, je vous remercie beaucoup, Madame le maire. Vous l'avez rappelé, le débat, les orientations budgétaires tracent des lignes. C'est un débat, on ne vote pas, et c'est le budget qu'on verra la semaine prochaine. Alors c'est vrai que les choses sont un peu compliquées parce qu'on va très vite, parce qu'on c'est l'installation, donc après on prendra un autre temps pour les discussions, la commission des finances sera réunie, etc., etc. Donc les choses se feront lentement et avec plus d'échanges et de réflexion. Aujourd'hui, on est limité par le temps, comme toutes les communes dans lesquelles le budget n'avait pas été voté avant l'élection. Donc on est obligé de se précipiter et c'est pour ça que ces convocations arrivent les unes après les autres. Débat aujourd'hui et la semaine prochaine, le vote du budget définitif pour l'année 2014. Alors qu'en temps normal, on a le débat des orientations budgétaires. Il faut la règle, c'est 1 mois avant la date du budget, donc on a plus de temps pour amender les choses, sans doute pour les présenter, ce en quoi ça n'a pas pu être fait de cette manière. Ceci étant, les grandes lignes sont brossées effectivement. C'est vrai, il y aura une hausse des impôts, mais ne croyez surtout pas qu'on a oublié, et ici personne autour de la table n'a oublié que les personnes sont en grande difficulté. Donc il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de l'augmentation des impôts. Et que le choix définitif, aujourd'hui on est sur une orientation, le choix définitif se traduira la semaine prochaine au vote du budget, mais il faut quand même savoir qu'à Brignoles,
Un point d'impôt supplémentaire représente, par rapport à la population, 100 000 euros. Donc je veux dire par là, même si ça en choque certains, qu'un point d'impôt, c'est pas non plus très important en volume financier. Et bien entendu, ceux que nous allons lancer également, c'est l'étude, je ne sais pas comment on l'a appelé dans le document, on va vérifier que tous les habitants de Brignoles éligibles à l'impôt, notamment la taxe d'habitation, soient bien inscrits sur les rôles et au bon taux. Mais que chacun, effectivement, doit payer, doit contribuer. Et je pense qu'il y a certaines taxes d'habitation qui aujourd'hui ne sont pas perçues pour différentes raisons. Donc ça, on va le mettre en œuvre. Donc il n'y aura pas que l'augmentation, proprement dit, il y aura aussi l'élargissement des bases. Donc ça, la chose va être faite. Ensuite, s'agissant de l'économie, vous avez parlé de l'économie. L'économie, effectivement, c'est une compétence transférée à la communauté de communes. Et où je vous rejoins également, c'est qu'on ne peut pas dire que les choses marchent très bien et qu'aujourd'hui on n'a pas su utiliser des leviers, notamment avec le privé, avec les chambres de commerce, avec les chambres de métiers. Donc tout ça, effectivement, il faudra qu'on le mette en route pour avoir de résultats. La zone Nicopolis, c'est une magnifique zone en devenir qui a plein de possibilités. Alors aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de l'intercommunalité, il faudra sans doute s'y pencher d'une manière beaucoup plus travaillée, je dirais. Ensuite, s'agissant toujours de ce que vous avez dit, vous avez parlé du cinéma. Les scénarios qui vous ont été présentés, le 1, le 2, le 3, effectivement, on a tendance à penser qu'on s'oriente plus vers le scénario 3. Il faut des économies, il faut surveiller les dépenses, j'aurai l'occasion de vous en reparler à plein d'autres moments. Donc tout ça, il va falloir le faire. S'agissant de l'investissement sur le cinéma, j'ai toujours dit, et je le redis, que je suis pour ce projet. Pour moi, c'est un beau projet. La ville de Brignoles en a besoin. Donc, ce que vous allez voir apparaître dans le budget de la semaine prochaine, ça sera un lissage. Mais on commencera le cinéma, l'installation du cinéma en 2014. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je ne sais pas. Et puis ensuite, on n'est plus dans le débat électoral. On est dans le débat municipal. Le débat électoral a permis à chacun d'entre nous de nous exprimer. Les électeurs ont choisi. Donc aujourd'hui, maintenant, on passe à la phase active. Et donc, on est là. C'est vrai que ce n'est pas une surprise, vous avez raison. On savait que la situation s'est dégradée. Mais on n'avait pas la hauteur de la dégradation. Donc, ceci étant, je suis obligée, moi, de constater ce qui est. On n'est plus dans les estimations, on est dans le concret. Et je constate, et je le dénonce, et ensuite, nous serons tous ensemble, en tout cas dans ma majorité, tous ensemble pour faire en sorte que les choses soient rattrapées et marchent mieux en fonction de toutes les possibilités que nous déclencherons et que nous soulèverons. Le cadre de campagne, c'est aussi le cadre de promesse. Le cadre d'envisager des projets. Vous avez soutenu ce cinéma, j'étais contre. Je n'étais pas contre à long terme, mais à court terme, parce que précisément l'état des finances, je le connaissais quand même particulièrement bien, puisque j'étais régulièrement au conseil municipal. J'avais échangé avec votre premier adjoint à cet égard, qui avait d'ailleurs brillamment défendu les positions de l'opposition de l'époque. Alors bien sûr, ce cinéma, c'est un besoin pour les Brignoles. Nous avons besoin d'une nouvelle entreprise, nous avons besoin d'un espace ludique. Mais aujourd'hui, l'état des finances, si vous l'avez reconnu, ne permet pas de financer ce cinéma.
La population elle-même n'a pas forcément les moyens pour une famille modeste de dépenser 4 fois 12 euros, un couple avec 2 enfants, pour aller au cinéma, hélas, et je le regrette. Moi je pense que la priorité de notre commune, c'est l'essor économique, c'est l'implantation d'entreprises, c'est la création d'emplois, c'est la formation des jeunes, afin que ces derniers restent au pays. Pour moi, c'est la priorité, et ça va le demeurer pendant toute la durée de ce mandat. Je pense qu'il ne sert à rien de servir un verre d'eau à un homme s'il a soif, encore faut-il apprendre davantage à creuser un puits. Voilà, il faut donner aux Boignolais l'autonomie, la possibilité de vivre dignement, et non pas du RSA, parce que nous siégeons tous deux au Conseil Général. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes vice-président du Conseil Général. Quand je vois les dépenses du Conseil Général au titre du RSA, c'est colossal, ça ne cesse de croître. M. Valsar Franqui l'a souligné avec quelques inquiétudes. Je crois qu'il est temps de se pencher sur le sort des Boignolais. Pour moi, le cinéma, ce n'est pas forcément une priorité. Vous venez de me dire, il va démarrer, c'est bien ça, Madame le maire, à partir de 2014. Où ça va commencer. Je n'ai pas très bien saisi la teneur de votre propos. Donc, c'est-à-dire que le scénario 3 que vous nous avez brossé tout à l'heure, c'est juste un scénario. Il n'y a rien que l'on puisse tirer en termes de conclusion. Quant au budget primitif, il nous sera soumis en commission lundi. Je ne sais pas. Le scénario 3, comme tous les autres scénarios, c'est une réflexion. Donc le scénario 3 a été présenté de la même façon que les autres. Nous nous orientons plus vers le scénario 3, mais je suis désolée, le budget, les scénaristes, ce ne sont pas le budget. Donc le budget sera présenté la semaine prochaine et vous aurez tous les détails. C'est ce que je voulais entendre, Madame le maire, c'est la précision que j'attendais, précisément. D'accord, donc le scénario 3, c'est juste une perspective. Comme tous les 3 scénarios. Oui, donc le 3 est celui sur lequel Jean-Michel Rousseau a particulièrement insisté dans le cadre de sa démonstration. J'ai bien saisi. Donc je suis en droit de penser que le budget primitif sera grandement inspiré de ce scénario 3. Bien sûr, voilà. Oui, je vous confirme. Voilà, donc oui. Là où et que vous voterez et que vous ne voterez pas, et sur lesquels on débattra. Mais aujourd'hui, on n'est pas au vote. J'ai bien compris, Madame le maire, j'ai bien compris, nous sommes pas au vote, c'est le débat d'orientation budgétaire. J'ai bien saisi. Néanmoins, quelle est votre position quant à l'investissement du cinéma? Je vous l'ai dit, ma position elle est claire. Ce projet, je le trouve très bien et j'ai toujours dit la même chose. Aujourd'hui, ce projet, il faut que nous étudions exactement ce qui a été engagé, ce qu'on peut arrêter ou ce qu'on ne peut pas arrêter. Ce qu'on peut engager, continuer à engager en 2014. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Vous l'aurez la semaine prochaine. Mais ma position n'a pas changé. Je suis pour ce projet. Voilà. Si vous permettez, vous restez calme. Moi, je suis calme. Hein. Je crains que vous départissiez votre calme. Enfin, c'est pas l'objet. Madame le maire, moi, je ne suis pas contre ce projet. Je dis qu'il ne faut pas qu'il arrive trop tôt dans le budget de la commune, tout simplement. Je pense qu'on dit la même chose. Oui, mais attendez. Là, vous nous avez dit qu'il va démarrer en 2014. Peut-être n'ai-je pas bien compris mon propos. Si vous permettez, je me suis sans doute mal exprimée. En 2014, il y aura quelque chose dans le budget pour le cinéma. À l'instant où je vous parle, je suis incapable de vous dire ce qu'on peut faire en 2014 sur ce projet, ce qu'on peut arrêter ou ce qu'on ne peut pas arrêter. Alors laissez-moi regarder les choses et la semaine prochaine, et même à la commission des finances de lundi, peut-être si j'ai le temps, c'est pas sûr, on pourra être très clair sur ce que nous allons inscrire sur le budget 2014 pour le projet du cinéma. Écoutez, je vous remercie de ces précisions, mais sans vouloir insister. Non, vous n'insistez pas. Du tout, mais nous sommes là pour débattre, bien évidemment. Écoutez, nous avons des Brignolais qui ont envie de savoir ce qui va se passer à la commune. Alors, ils le sauront très précisément, comme ici. La question n'est pas là, Madame le maire. Mais ça sera la semaine prochaine pour le budget, quand vous saurez très précisément ce qui sera inscrit sur cette ligne-là. Madame le maire, si vous permettez. Je dis ça avec un grand sourire et sans aucune animosité. Vous êtes une femme investie en politique depuis très longtemps, vous êtes expérimentée. Vous allez être désagréable. Non. J'ai dit depuis très longtemps, pour souligner votre expérience, bien évidemment, que je reconnais, moi, le premier. Néanmoins, vous n'allez pas me faire croire qu'à 48 heures de la commission, que nous évoquons tout à l'heure, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire. Vous êtes trop expérimenté. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. Je vous remercie, Madame la maire. Je laisse la parole à un petit camarade. Qui désire prendre la parole? Excusez-moi. Voilà.
Madame le maire, je souhaitais avoir quelques précisions. Tout à l'heure, on a évoqué donc, au sujet de la réforme et des rythmes scolaires. Donc, Monsieur Jean-Michel Rousseau nous a fait part justement de la difficulté à continuer donc, de la financer, puisque la dotation de l'État qui est allouée, qui correspond à 50 € par élève, et va disparaître. Je voulais savoir comment vous allez faire face. Donc, comment vous allez faire face justement à cela? Alors, là aussi, c'est une chose qui est en train d'être étudiée très précisément. Aujourd'hui, la municipalité précédente avait mis en réalisation les nouveaux rythmes scolaires. Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'on sait, c'est que ça coûte très cher à la commune. Je pars sous le contrôle de Jean-Michel Rousseau, je crois que ça coûte 200 000 € à la commune. Donc c'est une somme très importante que la commune n'est pas en capacité d'absorber. Et puis la deuxième chose est que le désormais Premier ministre a demandé des ajustements. Et que M. Hamon, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, doit proposer aux communes des amendements, des assouplissements. Alors on en a eu un peu la levée hier ou avant-hier, ou même ce matin, mais pour l'instant, nous, les communes, on ne sait pas exactement quels vont être les assouplissements. Donc là aussi, je demande un peu de temps, mais si la commune financièrement ne s'y retrouve pas, nous abandonnerons les rythmes scolaires. Nous refuserons d'appliquer les rythmes scolaires. Et nous le ferons bien entendu avec les enseignants, nous le ferons bien entendu avec les parents d'élèves, on remettra tout ça à plat. Et il faudra aussi trouver, a priori, des solutions, parce que d'après ce que M. Hamon a déclaré, on part encore dans des élucubrations un peu difficiles à comprendre, mais on fera donc tout ça dans le dialogue avec les enseignants et avec les parents, pour essayer de toute façon de trouver les bonnes solutions pour que, en dehors du temps scolaire, les enfants puissent être accueillis d'une autre manière. Mais on le fera ensemble et de manière à être que les enfants soient accueillis comme il convient, mais aussi avec des animateurs complètement formés et qu'on ne mette pas en face des enfants des gens qui sont sans doute pleins de bonne volonté, mais qui ne sont pas formés pédagogiquement pour s'occuper de nos enfants. La réforme des rythmes scolaires m'intéresse beaucoup. Nous sommes tous des parents, ou voire des grands-parents. Je crois vous avoir entendu dire un instant que vous envisagez d'abandonner la réforme. La commune ne serait-elle pas, en ce cas, hors la loi? La commune, peut-être que la commune serait hors la loi, mais d'abord c'est pas une loi, c'est un décret du ministre qui a évidemment des fondements législatifs, mais aujourd'hui c'est pas une loi, on n'en a pas débattu à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant je suis encore dans une étape de réflexion, mais je ne prendrai la décision, que je vous soumettrai bien entendu, que lorsqu'on j'aurai tous les éléments que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce que va devenir ce que seront les nouvelles propositions du ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas combien ça va coûter exactement à la commune. On navigue à vue encore là, et on navigue très mal. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce que je vous présenterai une prochaine fois. Mais si on doit abandonner cette application, nous le ferons et nous prendrons nos responsabilités, comme beaucoup d'autres communes du Var et de France. À plusieurs reprises, vous nous avez annoncé votre volonté de vouloir doubler les effectifs de la police municipale. C'était même l'un de vos engagements. Je voulais savoir comment vous allez vous y prendre, sachant qu'une police municipale de 12 à 14 agents a un coût d'environ 700 000 €. Sachant que vous souhaitez également diminuer la masse salariale d'environ 210 000 €, je voudrais savoir comment vous allez vous y prendre, parce qu'effectivement ça a un coût. Et où va-t-on trouver cet argent pour doubler les effectifs de la police municipale? Je vous remercie.
Alors, puisqu'on doit être dans la campagne électorale, restons-y, dans la campagne électorale, vous m'avez entendu dire ça et je le maintiens. Je n'ai pas dit qu'on allait doubler la police municipale demain matin. Donc on va prendre son temps. Il est bien évident qu'en 2014, en fonction de tout ce qu'on vous a dit là, on n'embauchera pas de policiers municipaux. Donc la réponse est simple, il n'y aura pas une nouvelle embauche de policiers municipaux en 2014. Nous verrons plus tard. C'est vrai que j'ai dit que je voulais doubler la police municipale, mais avant de la doubler, on peut aussi travailler avec la police municipale où il y a des gens qui travaillent également très bien et qui sont prêts à changer des habitudes. Donc on va travailler là-dessus. La police municipale, il faut qu'elle soit logée ailleurs. Elle est dans un taudis. C'est des conditions épouvantables de travail. Et il faut également que nous trouvions la solution. Je ne dis pas demain, puisqu'aujourd'hui on n'a pas les moyens qu'il faut. Trouver la solution pour que donc elle loger la police municipale ailleurs, également adjoindre à la cellule police municipale la surveillance des caméras qui aujourd'hui est très très mal faite, et donc ça aussi ça fait partie d'une étude dont je vais m'occuper, je vais lancer. À l'instant où je vous parle, rien n'est fait à ce niveau-là, et de manière effectivement à avoir une police municipale actuelle et mieux employée, mieux logée, et faire que toutes les actions de police municipale convergent pour avoir un meilleur résultat pour la commune. Oui, si vous me permettez, Madame le maire, je conçois volontiers qu'effectivement, on ne va pas pouvoir doubler les effectifs du jour au lendemain. Cela dit, il va quand même falloir prévoir ces dépenses dans le temps, parce que tout a un coût, et des coûts de formation, des coûts de fonctionnement. Comment allez-vous vous organiser financièrement parlant? Quand je vois le tableau absolument catastrophique que nous a adressé à juste titre Jean-Michel Rousseau, comment allez-vous trouver de l'argent, trouver les moyens de mettre de l'argent de côté, je dirais, pour pouvoir mettre en place ce système, améliorer les conditions de travail des policiers municipaux, augmenter les effectifs? Je crois que vous avez la réponse. Dans les scénarios qui vous ont été proposés, et notamment dans le 3e, si on fait la première des choses à faire est de faire des économies, d'accord? Donc lorsqu'on vous disait qu'au cabinet il y avait, je ne sais plus combien, 4 personnes, aujourd'hui il n'y en aura plus que 2. Lorsqu'on vous disait qu'on dépense beaucoup trop d'eau, on va serrer les boulons. Lorsqu'on vous disait qu'il y avait beaucoup trop d'heures supplémentaires, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'heures supplémentaires, ou qu'il y en ait très peu, ou qu'il n'y ait que des heures supplémentaires dont on a vraiment besoin, et etc. etc. On va faire une économie au fond dans le fonctionnement. Je suis soumise à l'éclatement, et que par conséquent, je ne peux rien recevoir, et je ne recevrai rien en indemnité de la part de la commune. Alors, je vous passe les considérants, si vous voulez bien, puisque nous sommes dans la strate de la commune, c'est de 10 000 à 20 000 habitants. Je vous propose simplement, considérant que nous avons 9 postes d'adjoints et que j'ai donné des délégations à 4 conseillers municipaux, je vous propose la répartition de l'enveloppe indemnitaire qui est fixée globalement. Je vous propose qu'elle soit répartie donc, de la manière suivante pour tous les adjoints, c'est-à-dire Jean-Michel Rousseau, Chantal Assoutani, Didier Brémond, Véronique Delfaux, Laurent Léjar, Annie Justy, Denis Mondani, Aurélie Agnel et Philippe Durando, le 25,50% de l'indice brut 1015, qui correspond donc à 969,40 €. Et s'agissant des délégués, Yvon Boulfic, Marcel Bussiot, Nadine Guisset et Mouloud Belaïdi, c'est là que vous avez la différence par rapport à la proposition que vous avez reçue chez vous.
4,50%, ce qui leur fera une indemnité de 171 € chacun. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on passe au vote ou est-ce que vous avez une observation? Non du tout, Madame le maire, nous sommes abstenir sur ce point-là. Merci beaucoup. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Je vous en remercie.